Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Fin de la mission internationale de paix au Darfour au Soudan, décision du Conseil de sécurité des Nations Unies. La MINUAD compte encore près de 8000 militaires sur place. Leur retrait doit être opéré à compter du 31 décembre. Élection dimanche au Niger où le scrutin présidentiel doit marquer la première transition démocratique entre deux présidents élus. Les résultats seront connus dans les prochains jours. Et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture au secours de Sao Tomé et Principe, confrontés aux conséquences économiques du Covid-19. Le gouvernement appuyé par la FAO souhaite renforcer la production agricole afin de garantir la sécurité alimentaire. Mais tout d'abord, l'ouverture en République démocratique du Congo de la conférence des gouverneurs. Celle-ci intervient dans un contexte marqué par une crise au sein de la coalition FCC-CACH. Une conférence présidée par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Les gouverneurs des 26 provinces sont attendus à Kinshasa pour des travaux qui vont se poursuivre jusqu'à ce mardi 29 décembre. Cette réunion est la deuxième du genre depuis l'arrivée au pouvoir du successeur de Joseph Kabila. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est prononcé en faveur d'un retrait dès le 31 décembre de la mission de paix conjointe de l'ONU et de l'Union africaine menée au Darfour. La MINUAD y est déployée depuis 2007. La responsabilité du maintien de la paix dans cette région est désormais confiée aux autorités soudanaises de transition qui ont, en octobre dernier, signé un accord de paix historique avec des mouvements rebelles de plusieurs régions, dont le Darfour. Nelly Claude Bessa. À compter du 31 décembre 2020, prendra fin l'opération hybride de maintien de la paix au Darfour, MINUAD, adoptée à l'unanimité par les 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. La fin du mandat de la MINUAD sera accompagnée du début du retrait du personnel le 1er janvier 2021. La décision conforme aux recommandations du rapport conjoint Union africaine-Nations Unies prévoit également d'achever le retrait de tout le personnel civil et en uniforme de la MINUAD d'ici le 30 juin 2021. Ce retrait intervient dans une situation où le Soudan se renoué avec la normalité constitutionnelle, institutionnelle et le retour du Soudan dans le Conseil des Nations au plan international. C'est donc important pour la communauté internationale d'accompagner ce pays. D'autant plus que de la région du Darfour, tous les mouvements et groupes rebelles ne sont pas signataires des accords de paix. Le gouvernement soudanais, quant à lui, a commencé à déployer une force de protection des civils au Darfour dont la taille et la portée sont censées dépasser celles de la MINUAD. Cependant, certains experts pensent que le retrait effectif de la MINUAD pourrait contribuer à l'escalade de conflits au Darfour. Des inquiétudes fondées sur des attaques intercommunautaires et des luttes intestines entre les fractions des groupes rebelles récalcitrants. Le départ de la MINUAD est compensé par l'arrivée d'une mission exclusive des Nations Unies, UNITAMS, qui arrive au Soudan. Cela montre que tout est réuni pour permettre au Soudan de reprendre la main pour la défense de son intégrité du territoire et la protection des civils. Précisons que le retrait de la MINUAD intervient à l'issue de discussions menées entre le Conseil souverain soudanais et le gouvernement américain, au cours desquelles les deux parties ont convenu de ne pas renouveler le mandat de la mission en cours depuis 2007. Les Nigériens étaient aux urnes dimanche pour un double scrutin, la présidentielle et les législatives. 30 candidats étaient en lice pour le premier tour de la présidentielle. Les premières estimations sont attendues ce lundi et les résultats devraient intervenir mercredi ou jeudi. Voyez ce reportage de notre correspondant au Niger, Sadou Alizé Mouktar. C'est au bureau de vote numéro 001 installé à l'hôtel de ville de Niamey et réservé aux officiels que le président de la République, Issoufou Mahamadou, a donné le coup d'envoi des opérations électorales. Ce double scrutin présidentiel et législatif intervient au terme des 2 mandats constitutionnels du président Issoufou. Première alternance, je l'espère, va permettre au Niger de consolider son statut de modèle de démocratie en Afrique et dans le monde. C'est une révolution que nous sommes en train d'opérer dans les mœurs politiques, non seulement nigériennes, mais africaines. Et cette révolution a un acteur central. Cet acteur central, c'est le peuple nigérien.
dont je salue le civisme. 84 listes sont en compétition pour les 166 sièges à l'Assemblée nationale, à l'exception des 5 sièges de la diaspora qui sont à pourvoir plus tard selon les autorités. 28 candidats s'affrontent dans le cadre de l'élection présidentielle après le désistement de 2 autres, Amadou Boubacar Sissé de l'UDR Tabat et Idrissa Issoufou du MCD Jaromine Talakawa. C'est pour la première fois depuis que je participe à des élections que dans les coins les plus reculés comme ma circonscription de Tasker et ailleurs, les bureaux de vote aient pu être mis en place la veille plutôt qu'aujourd'hui même. Il est temps, je leur demanderai de sortir nombreux comme ils l'ont fait le 13, encore plus nombreux pour assurer notre victoire. C'est un fief important pour nous. Et vous saviez aussi que récemment, j'ai demandé à mes partisans et sympathisants de voter pour le président Ousmane. C'est un choix patriotique que j'ai fait en faisant cela. Près de 7,5 millions d'électeurs nigériens sur les 23 millions d'habitants sont appelés aux urnes lors de ces compétitions législatives et présidentielles. Environ 6 800 observateurs de la CEDEAO, de l'Union africaine et de plusieurs autres structures nationales et internationales sont déployés à travers le pays. La campagne électorale en partie suspendue en Ouganda. 11 districts sont concernés, dont Luero, Kampala et Tororo. Décision de la commission électorale qui dit suivre les recommandations du ministère de la Santé. Ministère qui signale une recrudescence des cas de Covid-19. Cette suspension intervient près de 3 semaines avant le scrutin présidentiel et les élections législatives prévues le 14 janvier. Nelly Claude Bessa. Suspension de toute campagne pour le scrutin présidentiel de janvier 2021 à Kampala et dans 10 districts de l'Ouganda. La commission électorale ougandaise a indiqué avoir suspendu les campagnes politiques dans ces zones que le ministère de la Santé considère comme point chaud de la Covid-19. La suspension qui intervient à près de 3 semaines avant les élections présidentielles et législatives du 14 janvier 2021 est considérée par l'opposition comme un stratagème pour contrecarrer leur programme. Vu que les élections vont se jouer beaucoup plus dans les grandes villes qu'à la campagne, c'est une mesure qui handicape l'opposition, vu que ça les frappe où se trouve leur bastion, c'est-à-dire Kampala, Mukono, Kasese, Mbarara. Il s'agit d'une mesure de santé publique, vu la progression de la pandémie à la Covid-19 en Ouganda. Tout en rappelant que ces élections se déroulent dans le contexte de la Covid-19, la commission électorale ougandaise a recommandé aux candidats de promouvoir une participation sûre au processus électoral en se conformant aux mesures de prévention contre la Covid-19. La commission électorale avait précédemment exhorté les politiciens à ne pas organiser de rassemblements de plus de 200 personnes dans le but de limiter la propagation possible du virus. Malgré l'avertissement, les politiciens continuent d'organiser de grands rassemblements provoquant des affrontements entre la police et les militants. L'opposition ougandaise dispose alors de voies de recours, se ressaisir le Conseil constitutionnel. Voilà. Et à partir de la décision du Conseil constitutionnel, on verra évidemment dans les 2 semaines qui restent si la circonscription électorale sera fortement réduite à raison notamment du Covid-19. Il faut que cette opposition puisse se mobiliser et également être présente dans tous les états du processus électoral. Et c'est à seule garantie qu'elle pourra effectivement réussir l'alternative au pouvoir en Ouganda. En novembre 2020, la commission électorale a validé 11 candidatures pour l'élection présidentielle dont le scrutin se tiendra le 14 janvier 2021, couplé aux élections législatives. L'économie mondiale à l'épreuve du Covid-19 et des mesures exceptionnelles aux conséquences incertaines. Beaucoup d'économies sont en chute libre, entraînant une forte hausse du chômage. C'est notamment le cas au Tchad, comme vous allez le voir dans ce reportage de Mamat Ramadan, commenté par Marie-Raphaël Antolo. Au Tchad, la pandémie de Covid-19 est venue accentuer la situation sociale des jeunes déjà précaires à cause de la crise économique et sociale que traverse le pays depuis plusieurs années. Selon la Confédération libre des travailleurs du Tchad, plus de la moitié des jeunes œuvrant pour la plupart dans l'informel ont perdu leur emploi ou leur affaire à cause des mesures restrictives des autorités pour prévenir et lutter contre la pandémie. Une situation qui inquiète les acteurs du monde du travail qui estiment que ce phénomène est une bombe sociale à retardement
retardement. 90% des travailleurs sont dans le secteur informel. La plupart ont perdu déjà leur emploi. Dans le secteur formel, nous avons les travailleurs dans le secteur de tôlerie qui ont perdu leur emploi. C'est des services de transport ont perdu leur emploi. Nous avons aujourd'hui le Tchad est un pays exportateur de pétrole dans les trucs extractifs. Dans le milieu du pétrole, les gens ont perdu leur emploi. Et les services, aujourd'hui, quand vous prenez les gens de gardiennage, tous ces problèmes-là, tous ces travailleurs-là, les employeurs les ont mis en chômage. Ils appellent chômage économique, mais nous disons non, ce n'est pas économique. C'est un problème qui est dû au coronavirus. Pour atténuer ce phénomène, le gouvernement a lancé plusieurs programmes de l'entrepreneuriat et de l'auto-emploi en milieu urbain comme rural pour sortir un grand nombre des jeunes de la précarité. Bien que les retombées de ces initiatives tardent à satisfaire les bénéficiaires de plus en plus impatients, les autorités annoncent une perspective favorable pour la situation sociale des jeunes. De nos jours, aux sorties des écoles de formation et des universités, beaucoup de jeunes diplômés ne savent comment chercher de l'emploi, et ce qui fait que le taux de chômage s'accentue de manière exponentielle. Pour combler ces déficits extrêmement importants, le ministère de la fonction publique, de l'emploi et du dialogue social, à travers l'Office national pour la promotion de l'emploi, a mis en place des programmes et stratégies pour faciliter l'insertion des jeunes dans la vie active. L'emploi des jeunes est un processus qui commence dès la formation jusqu'à l'insertion effective. Pour rappel, le gouvernement a lancé en juin 2020 un fonds de 30 milliards de francs CFA dédié à l'entrepreneuriat des jeunes dans les secteurs périns et porteurs de croissance comme l'élevage, l'agriculture, l'énergie et les nouvelles technologies. Une initiative qui permet de financer à 100% les projets des jeunes par les banques avec une garantie de l'État autour de 70%. À Sao Tomé et Principe, l'une des mesures adoptées pour faire face à la crise économique et sanitaire est le lancement d'une campagne de promotion de la production agricole. Celle-ci est soutenue par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture qui appuie cette campagne qui consiste à intensifier la production agricole dans le but de garantir la sécurité alimentaire. Nelly Claude Bessa. Suite aux perturbations causées par les mesures de lutte contre la propagation du coronavirus dans le fonctionnement normal des chaînes alimentaires santoméennes, les autorités ont prévu de mettre en place un programme agroalimentaire. C'est avec une subvention de $200,000 que Sao Tomé et Principe compte relancer une production multidimensionnelle afin de garantir l'autosuffisance alimentaire pour faire face à la crise alimentaire provoquée par la pandémie de la COVID-19. S'ils reçoivent ces dons et qu'ils mettent en place des coopératives assez solidaires, ils peuvent augmenter leur production, leur productivité agricole et permettre une certaine autosuffisance. Je pense que le domaine agricole est un domaine clé, même s'ils peuvent aussi rajouter le domaine de la pêche et d'autres secteurs assez clés comme l'agro-industrie. Je pense que s'ils mettent en place un programme solide, basé sur les coopératives agricoles, je pense qu'il pourrait être autosuffisant d'ici les années qui viennent. Selon les autorités santoméennes, pour garantir la souveraineté alimentaire, il est nécessaire d'investir dans la production alimentaire locale. Ainsi, le programme alimentaire contribuera à fournir une assistance technique et financière d'urgence en fournissant des semences, des produits phytopharmaceutiques, du matériel agricole aux agriculteurs, ainsi que les conditions pour augmenter la production et la productivité des produits locaux pour la garantie et la stabilité de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population. Un pays comme le Sao Tomé a donc besoin d'une population qui a une alimentation riche et variée. Les populations auront donc une alimentation saine et cette alimentation saine va renforcer le système des anticorps et va permettre aux populations d'être résilientes et d'être résistants à la maladie. C'est ça le but du résultat attendu par le financement reçu par le FIDA. Le gouvernement santoméen qui ambitionne d'accroître ses revenus, d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de renforcer la résilience des agriculteurs du pays déploie tous les dispositifs nécessaires pour faire face aux effets de la pandémie de la COVID-19 sur son économie. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.